Merci Maître Davaudet et merci au cabinet Fidal de nous avoir invités aujourd'hui pour justement parler de ce bel anniversaire des 15 ans, puisque ça fait 15 ans que la fiducie cette année est rentrée en vigueur dans le Code civil. Et merci à Claire pour toute l'énergie qu'elle a déployée pour la tenue de cette conférence, de cette belle conférence, justement pour déverrouiller enfin cette fiducie patrimoniale. Merci également à Denise pour toute l'organisation matérielle, le soutien, le chouchoutage de tous les intervenants, notre petite maman pour cette journée, cette belle journée. Et puis aussi un grand merci au professeur Grimaldi, qui je pense va être un avis confirmé par tous. C'est une source d'inspiration pour nous tous, tout simplement parce qu'il fédère autour d'un objectif commun, justement d'avoir cette fiducie enfin patrimoniale, je dirais même cette fiducie humaine, parce qu'on va démocratiser la fiducie pour le bien-être de la personne physique. Et avant tout, effectivement, c'est pour les mineurs, c'est pour les majeurs en difficulté. Et donc, clairement, comme disait Robert Badinter, il faut enfin que cette fiducie, elle soit humaine. Alors, effectivement, le point noir de cette fiducie patrimoniale, c'est avant tout le régime fiscal, puisque l'administration fiscale a peur justement que cette fiducie soit un moyen de lutter, un moyen d'évasion fiscale et de fraude. Alors, nous, on s'est posé avec Michel deux questions. Première question, est-ce que le transfert fiduciaire est un transfert réellement neutre ? Et deuxième question, est-ce que la neutralité fiscale, qui a été le choix tout simplement fait par le législateur en 2007 et confirmé par la suite, notamment en 2014 pour les régimes de société mère et d'intégration fiscale, est-ce que c'est la seule voie possible, tout simplement? Est-ce que ça va être aussi la voie qui va être suivie pour ouvrir, tout simplement, à la fiducie patrimoniale? Deux questions, on va essayer d'apporter des réponses. Et puis on va commencer, tout d'abord, avec ce transfert fiduciaire. Est-ce que d'un point de vue fiscal, il est un transfert neutre? Merci Sabrina, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très honoré, j'ai un grand plaisir d'être là aujourd'hui et je m'associe au remerciement de Sabrina pour la tenue de cet événement et pour mon invitation. Alors, je réalise quand même aujourd'hui que si le professeur Grimaldi est une source d'inspiration, passer derrière lui dans un panel, c'est aussi un challenge, surtout pour parler fiscalité, parce que comme on le sait, la fiscalité, il n'y a pas besoin que les micros soient brouillés pour que le message ne soit pas forcément audible. Alors effectivement, dans ce cadre-là, et puisque c'est l'anniversaire de la fiducie, 15 ans, la fiducie est adolescente, va-t-elle passer dans le temps de l'épanouissement et à l'âge adulte? Effectivement, la fiscalité sera un facteur important. Avec Sabrina, on a décidé de vous livrer, de partager avec vous une analyse fiscale prospective de la fiducie. Après 15 ans, où on en est? Où on en est par rapport à l'idée qu'on voulait en faire le législateur, où on en est en termes d'application par l'administration fiscale, où on en est dans la pratique, et est-on satisfait de la solution actuelle? Surtout si on se projette doublement, à la fois sur la fiducie patrimoniale et à l'international. On va voir qu'effectivement, on a une solution qui revient à réinterpréter le transfert de propriété d'un point de vue strictement fiscal. Mais juste pour commencer, pour vous donner la grosse problématique, avant de commencer plus en détail sur l'analyse des différents régimes, quelle est la problématique fiscale essentielle de la fiducie? La problématique revient à l'un des aspects totalement spécifiques de la fiducie que le professeur Grimaldi a décrit avec brio, qui est le transfert de propriété, ou plutôt l'affectation dans un patrimoine fiduciaire, la fameuse propriété fiduciaire, un transfert de propriété qui est temporaire, qui est asservi, qui est finalisé, contraint. Qu'en est-il d'un point de vue fiscal? Nous, d'un point de vue fiscal, si je peux m'exprimer comme ça, on est un peu plus brutal. C'est un transfert de propriété. On sort un bien d'un actif ou d'un patrimoine pour entrer dans un autre patrimoine, même si le patrimoine est d'affectation. Ce qui veut dire que le transfert de propriété, de manière générale en matière fiscale, est un fait générateur d'imposition. Fait générateur d'imposition en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'impôt sur les sociétés, en matière de TVA,
et également en matière de droit d'enregistrement. Donc comment gérer ce transfert de propriété qui est un fait générateur d'imposition et qui génère un coût fiscal? Le législateur, dès 2007, apporte deux réponses. La première réponse, c'est de considérer que le constituant reste personnellement redevable de l'impôt au titre des bénéfices retirés de la gestion des biens mis en fiducie. Premier élément. Premier élément dit de neutralité, on reviendra souvent dans le cadre de notre analyse sur ce terme. Deuxième élément, c'est neutraliser le transfert fiscalement, le transfert de propriété vers le patrimoine d'affectation. Comment on le neutralise? En réalité, on le reconnaît, mais on met, si je puis me permettre, un patch et on fait un copier-coller du régime des fusions, opérations dites intercalaires, et on transfère aux fiduciaires tous les attributs, pas tous, de la propriété fiscale du bien. Donc on neutralise le transfert de la propriété. Est-ce que le résultat est satisfaisant? La réponse est non. La réponse est non, parce qu'en matière fiscale, toujours, la propriété a des attributs fiscaux. Lesquels? Je ne peux pas tous vous les citer maintenant, mais le premier attribut fiscal, c'est simplement détenir un actif. On va voir tout à l'heure qu'à différents régimes fiscaux, il faut détenir un actif, il faut détenir des actions. Si on ne détient plus les actions, si on ne détient plus l'actif, on génère une imposition ou la déchéance d'un sursis d'imposition, d'un report d'imposition. Autre attribut, il y a des régimes fiscaux favorables qui imposent de détenir des titres à un certain quantum, un certain pourcentage de détention. Donc, est-ce que là, la fiducie répond à la question? Oui, sur certains aspects, elle a répondu, la fameuse fiducie sur titre, on va y revenir en détail, mais il n'en reste pas moins que si on fait un arrêt sur image, on se rend compte qu'en réalité, la fameuse neutralité fiscale qui est souvent décrite et souhaitée n'est pas systémique. Elle n'est pas systémique. C'est-à-dire que pour chaque dispositif fiscal, et on y reviendra pour la fiducie patrimoniale, il faut un texte. Et quand vous voyez les travaux préparatoires, notamment sur la fiducie sur titre, c'est ce que vous dit le législateur. Il faut introduire dispositif par dispositif la neutralité fiscale, qui est effectivement totalement insatisfaisant, me semble-t-il. Alors, rapidement, quel était le souhait du législateur à l'origine et ce qui peut, paradoxalement, nous amener à une solution beaucoup plus intéressante et beaucoup plus attractive pour la fiducie. Si on reprend les motifs de la proposition de la loi sur la fiducie déposée par le sénateur Marini, qu'est-ce qu'il nous dit? Les dispositions fiscales du texte auraient pour but de rendre l'opération fiduciaire, en principe, totalement transparente. On peut y beaucoup de mots transparent pendant l'exposé, sur le plan fiscal. Là, je me retourne vers le professeur. Le constituant est en quelque sorte toujours réputé fiscalement titulaire des droits mis en fiducie et redevable de l'impôt sur titre. En d'autres termes, on est en train de dire que l'idée originelle, qui nous semble la plus adaptée, c'est de considérer que le constituant, fiscalement, ne s'est jamais dépossédé des biens mis en fiducie. De telle sorte qu'à la fois on évite les aspects liés au transfert de propriété, et à la fois on évite la déchéance, le cas échéant, des attributs fiscaux entre les mains du constituant des biens que l'on détient. Donc, on va voir que la porte étant ouverte, le législateur a mis un pied dans la porte, puisque avec la fiducie sur titre, pour les régimes de holding, on y reviendra, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'étend à la fiducie, on neutralise le transfert des titres, régime mère, intégration fiscale, plus-value à long terme, mais toutes les conditions évidemment du bénéfice de ces régimes sont reprises pour que ça marche en fiducie. Une seule condition n'est pas reprise pour que ça marche en fiducie, la condition de la détention. Donc c'est intéressant, c'est, nous semble-t-il, une source d'inspiration sur lesquelles, pour la fiducie patrimoniale, pourrait être vraiment fructueuse. Voilà. Donc, je vous ai fait, peut-être un peu trop longuement, le fil conducteur de notre présentation, mais il nous semble qu'une vraie solution d'avenir existe, qu'elle existe dans les pays anglo-saxons. Alors on a du mal, nous en France, on y reviendra, mais la transparence fiscale, par opposition à la simple neutralité, que je vois plutôt moi comme un patch, nous semble, sous réserve bien évidemment de restrictions et de conditions, pourrait être, me semble-t-il, un vrai accélérateur de particules pour la fiducie.
Alors justement, sur cette transparence fiscale, elle ne nous est pas inconnue, hein, tout simplement, puisqu'on la connaît, notamment pour les sociétés de personnes qui sont soumises à l'article 8 hein, du Code général des impôts. Et d'ailleurs, Maurice Causian en parlait très bien, puisqu'il a parlé comme si c'était un sac d'embrouille. Alors peut-être que d'ailleurs, en matière de fiducie, c'est un peu pareil. Et effectivement, déjà, première chose à s'interroger, est-ce que c'est une véritable transparence fiscale ou est-ce que c'est une translucidité fiscale, notamment par rapport à l'article 1655 ter du Code général des impôts, qui dispose que ces sociétés sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs. Alors effectivement, cette transparence, on la connaît en droit des sociétés, en droit fiscal, on la connaît aussi en droit international, hein, notamment dans les conventions fiscales internationales. Il suffit d'aller lire hein, la convention France-États-Unis, qui, notamment sur l'imputabilité à un établissement stable, de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuable à un tel associé, est déterminée comme si l'associé avait réalisé ces éléments du revenu ou bénéficier de ces déductions de la même manière que le partnership les avait réalisées ou en avait bénéficié. Alors, on est un peu décontenancé hein, par cette définition de la transparence fiscale quand il s'agit tout simplement de l'appliquer à la fiducie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette transparence? C'est les transferts d'actifs vers et en provenance tout simplement de la fiducie ne vont pas être imposés, tandis que le résultat de la fiducie le sera tout simplement au nom des constituants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le constituant reste réputé fiscalement hein, comme étant le redevable de l'impôt. Alors ça, c'est un principe qui a été mis dans la loi. Pour autant, ce n'est pas un principe, comme disait Michel, un principe systémique. Tout simplement, on voit sa matérialité hein, dans certaines dispositions. Par exemple, en contrepartie hein, du transfert de biens, droits ou sûreté placés dans le patrimoine d'affectation, hein, dans le patrimoine fiduciaire, le constituant va constater une créance. Et dans ce souci hein, de neutralité, il est prévu, par exemple, que le constituant va maintenir la propriété économique hein, des biens, des actifs qui sont placés en fiducie, et va disposer sur le fiduciaire d'une créance d'un égal montant à la valeur comptable hein, des éléments qui sont transférés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va se trouver imposé sur les résultats de l'exploitation du patrimoine fiduciaire selon un régime analogue à celui des sociétés de personnes hein, de l'article 8 du Code général des impôts. En conséquence, par exemple, en matière de fiscalité professionnelle, l'actif net ne va pas varier. On va avoir le même actif net à l'entrée et à la sortie. En revanche, on s'aperçoit que toute cette neutralité fiscale qui est organisée hein, par le législateur reprend également un autre principe, hein, c'est le régime des fusions. Là, par exemple, on a une neutralisation hein, des plus-values, on n'a pas non plus de reprise des provisions, et en revanche, cette neutralité, elle n'est pas de droit, elle est conditionnée à un certain nombre hein, de conditions, notamment tenant à la transcription de la valeur des actifs, mais également un certain nombre d'engagements que doit prendre hein, le constituant comme le fiduciaire. En contrepartie, hein, l'opération fiduciaire va tout simplement bénéficier hein, de certains régimes de sursis et de report d'imposition. Alors, si on prend un régime particulier, notamment en matière de TVA, la question, elle est importante, puisque, effectivement, cela pose un certain nombre de difficultés. Alors, pour bien comprendre tout le débat, en matière de TVA, il faut raisonner en deux temps. Premier temps, c'est de savoir est-ce que l'opération fiduciaire entre ou non dans le champ d'application de la TVA. Si on considère qu'elle est hors champ, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrepartie, plus de questions, toutes les opérations, tous les transferts de biens en fiducie ne seront donc pas assujettis hein, à la TVA. En revanche, si on considère que les opérations de fiducie entrent dans le champ d'application de la TVA, va se poser la question de savoir est-ce que ces opérations pourront bénéficier d'une exonération. Alors, par exemple, sur les fiducies sur titre, cela ne pose pas de difficulté, étant donné qu'il y a des exonérations hein, qui sont prévues en matière de titres sociaux. En revanche, également, il existe une exonération pour les universalités de biens, où là, pareil, si on arrive à prouver qu'il y a une universalité de biens et que toutes les conditions
de l'article 257 bis du Code général des impôts sont remplies, cela ne posera pas non plus de difficultés. En revanche, si vous ne bénéficiez pas d'une exonération, si vous n'arrivez pas à caractériser une universalité de biens, va se poser la question de savoir est-ce que ce transfert du bien en fiducie va être générateur d'une TVA. Alors, la question, pour l'instant, elle reste assez ouverte et en pratique, souvent, on pose la question tout simplement à l'administration fiscale sous forme de rescrit. Ce qui montre bien toute la difficulté qu'ont les praticiens, justement, à ne pas avoir de principe directeur en matière de TVA pour savoir si l'opération est ou non dans le champ d'application de la TVA, et si oui, est-ce que ou non elle peut bénéficier des exonérations. Est-ce que je peux juste rajouter un mot sur l'aspect TVA? D'abord, en matière de fiducie patrimoniale, c'est un sujet qui va, me semble-t-il, reste pas théorique, mais lorsqu'un particulier transfère un bien, il n'agite pas en tant qu'assujetti, donc il n'y a pas d'aspect TVA. Alors après, on peut avoir des aspects sur l'immobilier, mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, voilà un exemple, comme dit Sabrina, où là, pour le coup, la page est blanche, c'est-à-dire que le législateur n'a rien prévu. Donc là, encore une fois, on est obligé d'essayer de se raccrocher aux branches des textes existants et de voir si, confronté à la fiducie, on arrive à neutraliser l'exigibilité de la TVA. Il y a une solution qui est intéressante, c'est que Sabrina a rappelé les moyens d'essayer effectivement de ne pas être assujetti lorsque ça se présente. Mais d'un point de vue théorique, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue en matière de TVA, qui est, comme vous le savez, une taxe européenne qui sont régies par la Cour de justice de l'Union européenne, comment, alors les deux éléments fait générateur de la TVA, c'est la livraison d'un bien et une prestation de service. Mais c'est quoi la livraison d'un bien en fait? Qu'est-ce que c'est que la livraison d'un bien? Et la livraison d'un bien, eh bien, c'est quand on transfère le bien de telle sorte que celui qui le reçoit agit comme un propriétaire. Et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans des cas assez limites, on peut en parler si vous voulez sur l'immobilier, considère qu'il faut distinguer la propriété juridique de la propriété économique. C'est-à-dire que quand le transfert de propriété juridique ne s'accompagne pas du transfert de la propriété économique, du droit d'en disposer, par le cédant notamment, eh bien, il faut faire prévaloir la propriété économique. Donc prenons un exemple qui n'est pas stabilisé, mais vous transférez un immeuble en fiducie. La question, c'est qu'alors, il y a un régime de 5 ans, au-dessus de 5 ans, je ne vais pas aller trop dans les détails. Est-ce que c'est taxable à la TVA, ce qui peut créer des effets néfastes? Et souvent dans les fiducies sûreté, que vous donnez un immeuble en garantie, le constituant conserve évidemment l'usage du bien. L'usage du bien. Et là, on se pose la question du point de savoir s'il y a eu vraiment livraison de biens, du bien immobilier à la fiducie, puisqu'on voit bien que le constituant conserve l'usage et que la fiducie ou le fiduciaire n'utilise pas comme un vrai propriétaire, pour faire écho à la réflexion juridique. Et bon, voilà un exemple où là aussi, on parlait tout à l'heure de la timidité de la propriété économique, mais paradoxalement, on est obligé de se rattacher à cette notion-là en matière de TVA, et au-delà des cas développés par Sabrina, pour effectivement valider des régimes TVA qui ne soient pas pénalisants. Et comme disait Sabrina, c'est un peu, j'ai envie de dire, un mal endémique français. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'instabilité de la norme, on y reviendra. C'est-à-dire qu'on est obligé au coup par coup d'aller voir Bercy, d'avoir un rescrit, et c'est absolument pas satisfaisant pour la pratique des affaires. Alors justement, cette pratique des affaires, qui sont un petit peu clairement les artisans de la fiducie au quotidien, ont amené à évoluer la loi sur notamment les régimes de société mère-fille et le régime d'intégration fiscale. On va le voir sur les dividendes, les plus-values en matière d'intégration fiscale, puisque clairement, c'est un dossier en particulier où il y avait énormément d'emplois à la clé qui a fait évoluer la loi, réintervenir le législateur en 2014 pour apporter des corrections et assurer le maintien du régime mère-fille et d'intégration fiscale. C'est vrai qu'en matière fiscale, il y a eu un développement très important. On
n'est pas encore dans l'épanouissement, mais on allait dans le bon sens, c'est-à-dire que on avait un problème avant cet amendement de la loi de finances rectificative pour 2014, parce que lorsque des sociétés transféraient des titres de participation en fiducie, eh bien, les attributs fiscaux liés à ce titre de participation tombaient pour le constituant dans la mesure où il n'en était plus propriétaire. Alors, de quoi s'agit-il de manière plus détaillée? C'est ce qu'on appelle le régime Murphy, c'est le régime d'exonération des dividendes. Une société qui détient une participation de 5% ou plus pendant 2 ans bénéficie d'une exonération de dividendes, ou on va dire d'une imposition effective de 1,3%. Et vous voyez bien là qu'il faut détenir à la fois 5% et il faut détenir les titres au moins pendant 2 ans. Et puis vous avez aussi un régime d'intégration fiscale que font la plupart des groupes. Un régime d'intégration fiscale, c'est lorsque vous avez une société, ce qu'on appelle mère intégrante, qui détient des filiales à plus de 95%. Et dans ces cas-là, la société mère intégrante peut remplir qu'une seule déclaration fiscale et elle consolide les profits et les pertes des différentes filiales et non pas chaque filiale qui dépose sa déclaration de manière isolée. Donc ça optimise la fiscalité du groupe. Et puis vous avez un troisième régime lié au titre de participation qui est l'exonération des titres, de la cession des titres par les sociétés, dès lors que, de la même manière, ça dépasse 5% en termes de capital, où ça répond à une définition comptable, et on a une détention de plus de 2 ans. Donc effectivement, avant la loi de finances rectificative pour 2014, dès qu'un groupe était en difficulté et qui voulait mettre en garantie une filiale profitable, eh bien, il s'ensuivait un surcoût fiscal, ce qui était paradoxal. Donc ce n'était pas acceptable. Et effectivement, comme l'a dit Sabrina, c'est la pratique, et c'est en 2014 la menace de perte, et un dossier emblématique d'emploi qui a amené à un amendement de dernière minute, et parce que les créanciers en matière de restructuration demandent la fiducie maintenant. Ils sont très satisfaits de cet outil, les banques et les fonds, et donc ont exigé la fiducie, mais ça ne marchait pas, et c'est un obstacle certain à la restructuration. Alors c'est comme ça qu'effectivement la neutralité du transfert a été apportée, c'est-à-dire que concrètement, lorsque un groupe maintenant peut transférer des titres qui donnent droit à des dividendes exonérés, qui ont plus de 5% et plus de 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous les transférez dans la fiducie, eh bien, le constituant est toujours réputé les conserver, donc pas d'interruption du délai de 2 ans et pas de dessaisissement en termes de propriété. Et de la même manière, s'il ne cède que 3% qui conserve, admettons, 3%, le constituant, eh bien, on va faire masse des 2 participations, donc 6%, pour ne pas, là aussi, remettre en question le bénéfice du régime Murphy. Donc là, ce qui est intéressant, et c'est l'idée qui me semble assez intéressante à promouvoir, c'est que le transfert de propriété est ignoré d'un point de vue fiscal, comme la durée de conservation. Donc, quelque part, c'est comme si, je reviens à l'idée originelle, c'est comme si le constituant conservait les titres. On a la même chose en matière d'intégration fiscale et la détention à 95%. Le fait pour une société qui est dans l'intégration fiscale de transférer une de ses filiales chez un constituant ne remet pas en cause la chaîne de détention aux fins fiscales, et notamment pour le bénéfice de la consolidation globale. Donc ça, c'est un outil assez puissant, même si ce n'est pas notre priorité pour les fiscalités patrimoniales, mais ça vous montre quand même que, me semble-t-il, on a une ouverture conceptuelle. Et puis on a la même chose, je vais accélérer, sur la cession des titres. Une société qui a des titres de plus de 5% depuis 2 ans est exonérée sur leur cession. Là, de la même manière, ce qui est intéressant, c'est que on ne tient pas compte de la cession des titres en termes de détention, comme au régime Murphy, et en termes de pourcentage. Alors ce qu'il faut savoir, il y a quand même quelques conditions, mais ce qu'il faut savoir, et toujours dans cette idée de transparence, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour ces dispositifs-là, il est imposé que le constituant conserve le droit de vote, de manière directe ou indirecte, sous réserve des éventuelles limitations par des créanciers qui seraient bénéficiaires, mais on demande évidemment que le constituant conserve quelque part le contrôle le pouvoir sur ces titres. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc voilà un exemple qui nous inspire beaucoup, parce qu'on tend ici
vers la fameuse transparence, c'est cette idée de dire qu'en fait, il n'y a pas de transfert de propriété d'un point de vue strictement fiscal, et qui me semble aller d'une certaine mesure peut-être dans l'histoire aussi est cohérente dans une certaine analyse juridique. Alors si on fait le bilan de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Régime de neutralité fiscale, régime de transparence, mais une neutralité en tout cas sur les fiducies existantes qui n'est pas aboutie, où on a peut-être un sentiment de bricolage, c'est-à-dire au coup par coup, où clairement, sur certains dossiers, sur beaucoup de dossiers, on se pose énormément de questions et on est obligé d'aller interroger Bercy, notamment pour avoir, entre guillemets, une assurance sur les dossiers, tant au niveau de la TVA, on va le voir sur aussi des dispositifs de faveur, comme en matière de Dutreil ou en matière de PE. Ensuite, il n'y a pas une volonté du législateur, clairement, de donner un principe directeur, c'est-à-dire de créer une véritable transparence fiscale. On a même inversé le principe, je dirais même. C'est-à-dire qu'on prévoit un principe qui est conditionné. Et c'est simplement si vous mettez en place toutes les conditions que vous bénéficierez de la transparence fiscale. Par ce moyen, le législateur limite tout risque d'évasion fiscale. Alors, c'est peut-être satisfaisant au regard de la fraude, de l'évasion fiscale, d'avoir un régime qui soit conditionné. Le problème, c'est qu'en pratique, on se retrouve sans principe directeur d'interprétation, tout simplement, des textes fiscaux. Ce qui nous amène, du coup, à notre deuxième question. Est-ce que la transparence peut être un principe, justement, un principe directeur de cette fiducie patrimoniale et est-ce que c'est la seule voie possible? Alors, on va essayer de faire atterrir la fiducie maintenant plus sur l'aspect patrimonial et plus sur l'aspect prospectif. Donc, on a dit effectivement qu'on a des régimes de neutralité, mais qui sont parcellaires, qui sont insuffisants, facteurs d'instabilité et d'une certaine mesure de timidité à l'égard de la fiducie. Alors, si demain, on allait plus vers, comme on le disait tout à l'heure, et notamment avec la fiducie sur titre, sur une fameuse transparence, où la cession des titres était ignorée d'un point de vue fiscal, de sorte que l'attribut lié à la propriété était conservé. Alors, prenons l'exemple du Dutreil. Je pense que vous connaissez le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est une technique qui permet de transmettre les entreprises en accordant une réduction de frais de donation ou de succession de 75%. Les conditions existent, bien entendu, et l'une des conditions, c'est qu'il y a un engagement de conservation des titres, selon que la société soit cotée ou pas cotée, de 20 ou 34%, avec des droits financiers 10 ou 17%, pendant d'abord 2 ans, c'est ce qu'on appelle l'engagement collectif avec le fondateur de l'entreprise, et ensuite, et c'est à cette période généralement que les donations sont faites aux bénéficiaires et héritiers, et puis ensuite, vous avez 4 ans d'engagement de conservation par les fameux bénéficiaires. Ça, c'est un premier point. Alors, la question qu'on se pose, nous, sur les dossiers, à chaque fois, c'est est-ce que, lorsque les titres sont pris dans un pacte Dutreil, est-ce qu'on peut les mettre en fiducie? Alors, la réponse immédiate, c'est non. La réponse, c'est oui, vous pouvez le mettre en vous pouvez le mettre en fiducie, mais vous allez malheureusement provoquer la remise en question de tous les avantages liés au pacte Dutreil, parce qu'on aura un transfert de propriété, et probablement, si on n'attend pas les 6 ans, avant le délai requis de conservation. Donc c'est un vrai problème. Donc comment pourrait-on aborder le problème? Bien, il pourrait être envisagé, par exemple, que l'on puisse dire, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur les titres de participation, que, eh bien, on pourrait apporter les titres dans la fiducie et on prendrait évidemment certaines précautions à l'égard des administrations fiscales, c'est-à-dire qu'on pourrait demander aux fiduciaires de reprendre à son compte les engagements, sans par ailleurs que le constituant y renonce, et que toutes les autres par ailleurs soient remplies. Et je pense que ça me paraît audible pour l'administration fiscale. Pour vous donner un exemple,
alors ce n'est pas du tout le même sujet, mais c'est dans le cadre d'une restructuration de société. Il s'agissait de mettre en fiducie des titres qui étaient grevés d'un engagement de conservation pendant 3 ans. Donc on a dû effectivement, comme rien n'est prévu, on a dû aller à Bercy et on avait proposé que effectivement le constituant reprenne à son compte les engagements de conservation et les engagements périphériques liés à la détention des titres, avec conservation des mêmes engagements chez le constituant. Et le ruling a été accordé sans que ça pose vraiment de difficultés. Parce qu'en fait, qu'est-ce que regarde l'administration fiscale, et on reviendra peut-être sur la méfiance, c'est y a-t-il des perditions de masse imposables? Moi, je pense que si on introduit des reprises d'engagement avec aussi une certaine transparence, cette fois-ci en termes de communication, avec pourquoi pas des clauses fiscales dans le contrat de fiducie et des déclarations spécifiques, comme on en connaît sur certains régimes spécifiques de suivi de détention des titres, je pense que je ne vois pas objectivement de raison de méfiance de la part de l'administration fiscale. Alors si on est sur du trail, il y a on peut aussi, pourquoi pas, envisager, mais là c'est plus ambitieux, un du trail qui serait en cas de société interposée. Comme vous le savez, l'engagement du trail porte sur une société qui exerce une activité économique, ou holding animatrice, on y reviendra, qu'on la détienne de manière directe ou indirecte. On peut la détenir de manière indirecte. Et donc, quand vous détenez la fameuse société qui fait l'objet de l'engagement, in fine, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la société du trayable, il faut que les engagements de conservation soient tenus, en fait, tout le long de la chaîne de détention. Et le régime est même assez pénalisant, puisqu'il suffit de céder un titre dans la chaîne intermédiaire de détention pour que tout le régime du trail dont on s'est prévalu soit remis en question, et non pas une remise en question proportionnelle. Alors on peut aussi se poser la question, pourquoi pas, admettons, que dans la chaîne de détention, à un moment donné, une société mette en fiducie les titres d'une société interposée ou les titres de la société elle-même qui exerce l'activité économique, sans remettre en question du trail. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le mettre, on ne pourrait pas le faire, puisque, comme je vous l'ai dit, il suffit de la cession d'un seul titre pour que tout soit remis en question. Là aussi, c'est une question, je pense, qui mérite d'être abordée avec l'administration fiscale. On aurait peut-être un écueil quand même important, c'est qu'il ne faut pas, comme vous le savez, que la société, il faut que le constituant, si c'est une société, exerce une activité économique. Donc s'il s'agit d'une holding qui soit passive, ça risque d'être compliqué. Mais pour moi, encore une fois, si on met des obligations déclaratives et des engagements de conservation, et parce qu'on considère que quelque part ce transfert n'existe pas, je ne vois pas quelle raison dirimante pourrait mettre en avant l'administration fiscale. Ou alors on peut s'interroger si c'est une holding animatrice, c'est son caractère commercial, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais qui est un débat aussi très ambitieux. Mais voilà, en un mot, il me semble, et comme pour les PEA, il me semble que si on introduit cette idée de transparence et de déclaration et de reprise d'engagement le cas échéant, je ne vois pas comment l'administration fiscale pourrait, de manière objective, remettre cela en question. Voilà. Alors cela pose évidemment le problème de la réforme fiscale qu'il faudrait opérer. Alors il y a peut-être déjà des dispositions indispensables qu'il faut modifier. La première, on pense tous, à l'interdiction de la fiducie libéralité. Et également à la démesure de la sanction fiscale, à savoir que sur le fondement de l'article 792 bis du Code général des impôts, l'administration a la possibilité d'infliger les droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60%, et en plus on peut mettre des majorations pour manœuvres frauduleuses, plus des pénalités de 80%. Je pense que tout le monde a compris, il ne faut pas faire en ce moment la fiducie libéralité. En revanche, se pose la question si on lève cette interdiction, si on permet également d'avoir un maintien de la fiducie au-delà du décès de la personne physique, quel régime fiscal on pourrait mettre en place? Alors, on y a réfléchi et, à notre avis, pour ne pas brusquer l'administration fiscale, il y aurait peut-être un moyen en 2 temps. Un premier temps, à minima, ce serait tout simplement de prévoir le fait générateur de l'imposition, c'est-à-dire une taxation au jour du décès
pour éviter tout simplement toute optimisation patrimoniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour du décès du constituant, il y aurait une taxation. Alors là, cette proposition diffère du projet de 92, qui lui prévoyait une taxation au moment de la mise en fiducie des biens. Là, c'est tout simplement en vue d'une cohérence avec tout simplement le principe existant de la transparence fiscale. Donc la mise en fiducie serait neutre, taxation à chaque décès, et du coup, les biens qui seraient dans le patrimoine fiduciaire seraient réputés faire partie de la succession du constituant. On aurait une taxation au moment du décès entre les liens de parenté entre constituants et bénéficiaires. Comme disait Michel, on pourrait mettre en place des obligations déclaratives, tout simplement pour reprendre les engagements, et on appliquerait un principe de transparence. Il y a peut-être un deuxième régime fiscal, plus ambitieux, dans un deuxième temps, qui pourrait être mis en œuvre. Et à mon avis, là-dessus, ce régime fiscal pourrait être mis en œuvre que si on renouvelle également l'analyse juridique. Comme disait Michel Grimaldi, on a la possibilité de prévoir, de voir ce transfert de propriété comme de la propriété de l'article 544, ou de prendre en compte toute la spécificité du transfert fiduciaire. Ça veut dire qu'on reconnaîtrait une forme de propriété économique à côté d'une propriété juridique. Et enfin, on pourrait créer quelque part un régime fiscal qui prendrait en compte cette spécificité quelque part de cette propriété économique, et on arriverait à une confluence entre eux, un régime fiscal qui se rapprocherait petit à petit tout simplement du trust. À notre avis, aujourd'hui, ce premier pas n'est pas possible. Ce serait plutôt un pas allégé avec la première partie du raisonnement, notamment prévoir un fait générateur d'imposition et une taxation selon les liens de parenté. Ce qui veut dire que ce régime fiscal de la fiducie qui est en mutation, tout simplement, en tout cas c'est possible d'avoir un régime fiscal, il suffirait tout simplement d'avoir cette ambition de le réformer. Et là, il faut effectivement que la pratique prenne sa part. Évidemment, le bâton de pèlerin pour aller solliciter des rescrits sur tous les régimes de faveur pour qu'il y ait un maintien, on va dire, de la transparence. Et puis, dans un deuxième temps, aussi militer pour qu'enfin, en droit français, on reconnaisse la fiducie pour ce qu'elle est, à savoir une propriété, tout simplement, qui est spécifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.